dorsale. Donc si les enfants ne peuvent pas utiliser une voie ventrale qui est la plus rapide, ils vont devoir utiliser cette voie dorsale qui est un peu plus lente, d'où les difficultés à automatiser la lecture. L'automatisation, c'est important, j'en ai parlé pour la dyspraxie, pour la dyslexie, c'est pareil. Un enfant doit apprendre à lire et doit ensuite automatiser la lecture. Donc là encore, ils ont des difficultés dans l'apprentissage et ils ont des difficultés dans l'automatisation, donc ils sont plus lents. D'où l'intérêt de leur laisser plus de temps. Alors, il y a des problèmes également occipitaux au niveau du pilotage visuel, ce qui fait que je fais un petit schéma. On ne peut pas réduire la dyslexie à un dysfonctionnement des régions temporales. Quand on lit un mot, il faut du décodage visuel, c'est le réseau occipital, qui va être transmis en avant aux régions temporales qui vont permettre de décoder et de faire l'assemblage entre la forme visuelle du mot et le phonème, c'est ce qu'on la forme sonore du mot, et ça va être transmis par le faisceau arché aux régions antérieures de la préprogrammation du mot, pour pouvoir ensuite, toujours sous le contrôle des régions préfrontales des systèmes exécutifs et attentionnels, pouvoir lire le mot ensuite à haute voix. Donc c'est pas, là encore, uniquement dévolu aux régions temporales, mais c'est l'ensemble du cerveau, les régions occipitales, temporales, frontales, prémotrices et préfrontales qui sont activées quand on donne les mots. Alors il y a d'autres, je ne vais pas insister sur d'autres items, en fait, l'équipe de Rare avait travaillé là-dessus, en fait, sur le travail de Paul Atala, en fait, et la discrimination temporelle des mots. On s'aperçoit en fait que les enfants dyslexiques ont aussi des difficultés à discriminer le temps qu'il y a entre deux formes sonores d'un mot. Donc c'est une autre piste, autre que visuelle, sur une possibilité de traitement auditif. Alors que faire? Je terminerai là-dessus, à l'école et à la maison. La première chose, c'est qu'il faut comprendre les difficultés et les compétences. Est-ce que les difficultés sont phonologiques? Est-ce qu'elles sont visuelles? Est-ce qu'elles sont mixtes? On ne peut pas bâtir un projet de rééducation ou de prise en charge si on n'a pas commencé par ça. Et ensuite, il faut adapter les méthodes d'apprentissage. Quelle voie de lecture faut-il privilégier? En clair, il faut rééduquer ce qui ne fonctionne pas bien et compenser avec ce qui fonctionne bien. Ce qui permet d'utiliser ce qu'on appelle des stratégies palliatives. Il faut rééduquer les déficits, ça c'est le travail des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes pour la motricité. Il faut faire une rééducation orthophonique, ça c'est un travail qui a été fait à Toulouse avec des entraînements. Alors, on a fait des entraînements phonologiques, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant 3 semaines des exercices matin et soir, cours de 5 minutes d'entraînement phonologique chez les enfants dyslexiques. Et puis il y a eu des entraînements visuels, en fait, de reconnaissance visuelle de mots, là encore pendant 3 semaines. Et on s'aperçoit en fait que chez ces enfants dyslexiques, après une séance intensive d'entraînement phonologique ou après une séance intensive d'entraînement visuel, on va améliorer l'activation des régions impliquées dans l'entraînement phonologique en IRM fonctionnel pour ceux qui ont eu un entraînement phonologique, des fonctions impliquées dans l'entraînement visuel, donc plus postérieur, plus occipital, pour ceux qui ont eu un entraînement visuel. Et ils ont fait ensuite des groupes où ils avaient entraînement phonologique puis visuel, et en crossover, entraînement visuel puis entraînement phonologique, et on s'apercevait qu'en imagerie fonctionnelle, ils activaient à la fois et les régions postérieures et les régions temporales. Donc ça veut dire que la rééducation, notamment la rééducation intensive, les entraînements, c'est efficace, ça marche, donc c'est important, à condition de le faire suffisamment tôt pour pouvoir bénéficier de la plasticité cérébrale. Aménagement pédagogique, qu'est-ce qu'il faut faire? Tiers-temps en classe, ils sont lents pour les examens. Utiliser les voies auditives et visuelles, c'est-à-dire les deux canaux en même temps. L'enfant doit entendre et lire, y compris à l'école, quand il y a une consigne à faire, un exercice à faire, il faut qu'il le lise et qu'il l'entende. Donc il faut demander à la maîtresse de lire la consigne à tout voix. Répéter et reformuler les consignes et s'assurer qu'il a bien compris. Si l'enfant fait un exercice de géographie ou de mathématiques, il n'a pas été capable de lire la consigne de l'exercice, va se planter. Donc c'est à un enseignant de dire, reformuler, répéter, assurez-vous qu'il ait bien compris. Mobiliser l'attention. Tout à l'heure, l'enfant ne fait pas 3 en même temps. Il lit, ou il écrit, ou il écoute, on ne va pas lui demander de faire les 3 en même temps. Ça peut paraître compliqué pour l'enseignante, mais il faut lui expliquer, elle peut en faire profiter d'ailleurs tous les autres élèves, y compris des élèves qui ne seraient pas dyslexiques, mais qui auraient du mal à apprendre à lire et à écrire. On peut utiliser les photocopies, quand il n'arrive pas à tout écrire, on prend un cahier d'un élève qui écrit bien, on fait des photocopies. De plus en plus, on utilise les clés USB. Quand les enseignants font leur programme sur ordinateur, on met sur une clé USB, ce qui évite à l'enfant de passer son temps à écrire. Les ADS, auxiliaires de vie scolaire, j'ai mis un point d'interrogation. Pour certains, c'est utile, pour c'est sévère. Pas pour tous. Il y a des enfants qui vont se reposer sur l'ADS, qui va faire à la place de l'enfant, et du coup, c'est une béquille, et quand on l'enlève, l'enfant ne sait pas faire. Donc, c'est pas forcément non plus une solution. Là encore, l'outil informatique, les ordinateurs, c'est très important pour compenser la dysgraphie, pour les aider au niveau du calcul. On donne une calculette très rapidement parce qu'on explique à l'enseignant que ce n'est pas la peine
s'acharner à lui faire apprendre des tables de multiplication qu'il n'arrivera pas à retenir, autant lui donner tout de suite les aides. Il y a des logiciels spécifiques qui permettent ensuite de grossir les lettres, de focaliser sur les lettres, de faire des correcteurs orthographiques et des logiciels de plus en plus utilisés. Alors bien sûr, tout ça, c'est en fonction de chaque enfant, pas tous les mêmes dyslexies, du projet pédagogique, de l'enseignant. Et puis je termine avec cette diapositive. En fait, tout ça, ça peut se faire si on fait du lien. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin tout seul dans son coin, ce n'est pas l'enseignant tout seul dans son coin, l'orthophoniste, il faut faire du lien entre l'orthophoniste, le médecin, le pédiatre et l'enseignant et les familles. Faire du lien avec, au sein des professionnels de soins, au sein de l'école. Nous travaillons beaucoup avec les médecins scolaires et les psychologues scolaires, l'orthophoniste, le psychotricien, le psychologue s'il y a besoin, les enseignants et éducateurs, les parents, et puis l'enfant. Il faut expliquer à l'enfant. Souvent les pédiatres, quelquefois, ou les médecins parlent aux parents, il faut expliquer à l'enfant ce qu'il a. Il faut lui expliquer qu'il y avait souvent une mésestime de soi, une perte de confiance en soi, et si on prend le temps d'expliquer à l'enfant ce qui ne va pas, et que l'enseignant a bien compris, qu'on met en place des aménagements pédagogiques et que les parents ont compris, c'est essentiel. Je dis toujours aux parents, l'orthophoniste c'est bien, c'est que la moitié du travail. L'autre moitié c'est à l'école. Si on fait que de l'orthophonie une fois par semaine, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un travail de rééducation, mais il faut aussi qu'il y ait des aménagements pédagogiques. Je vous remercie. Merci Patrick pour ces communications très intéressantes relatives à l'enfant maladroit et à la dyslexie. Syndrome, je dirais, pas pathologie. Syndrome très intéressant en pratique, auquel on est affronté, et que ces deux exposés ont bien éclairci les choses, tout au moins, ce jour. Parce qu'on a vraiment des difficultés pour le bilan chez ces malades, bilan clinique, bien sûr, éventuellement prise en charge, orthophoniste, psychomotricien, etc. Là, je laisse la parole à l'assistance et à vous. Je crois que c'est difficile de travailler une matinée de dimanche. Bon courage à tous. Allez-y. Madame Karouk. Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie, c'était vraiment excellent. Ma question de pédiatre, parfois il y a des enfants qui ne sont pas stimulés, des parents qui sont malheureusement illettrés. Donc l'enfant, on le voit à l'âge de 7 ans par exemple, il ne sait pas écrire bien, il est très malheureux, les parents ne comprennent rien, il arrive, on pose la question, comment peut-on faire la différence? On a par exemple 2 enfants, un qui est très stimulé, qui va à la prématernelle, etc., et l'autre qui n'a rien eu. Comment faire la différence entre dyslexie et seulement manque de stimulation en tant que pédiatre? Merci. Ce que je dis, c'est que les enfants dyslexiques, tant que des défis phonologiques ou mixtes, vous allez regarder, est-ce qu'il y a des troubles de la conscience phonologique? Est-ce qu'il y a des dysorthographies? L'enfant qui a un manque de stimulation, qui a un retard de lecture, va faire des fautes d'orthographe, il va faire des fautes d'accord, il va faire des fautes de syntaxe ou de grammaire. Il ne sera pas dysorthographique. De la même manière, il n'aura pas des troubles de la mémoire de travail et il ne fera pas des erreurs phonologiques. Il aura simplement un lexique, le nombre de mots qu'il connaît qui va être faible, et une syntaxe qui va être pauvre. Donc si l'enfant a un lexique pauvre, une syntaxe pauvre, et qui fait des fautes d'accord de grammaire, qui arrive pas avec sans dysorthographie, on n'est pas dans le cas de la dyslexie. À l'inverse, vous regardez les cahiers, l'enfant il est dysorthographique, vous testez sa mémoire de travail, il est affaibli, vous lui faites quelques exercices de conscience phonologique qu'on peut faire en cabinet, c'est pas compliqué, hein, et on s'aperçoit qu'il a un trouble de la conscience phonologique, il est dyslexique. Un enfant peut être dyslexique dans un milieu défavorisé. Il cumule 2 peines, quelque sorte. Je dis toujours, en fait, dans ma région où malheureusement la police est importante, un enfant a plus de chances s'il est dyslexique dans une famille bourgeoise qui habite en centre-ville d'Amiens avec des parents qui travaillent tous les deux, que s'il naît au fond de la campagne avec une mère dépressive, un père alcoolique, qui va cumuler toutes les peines. Et un enfant a le droit d'être dyslexique et d'avoir aussi un manque de stimulation, ce qui va aggraver les choses. Mais par contre, les critères, ça que j'essaie de montrer dans mon message, c'est on peut repérer précocement dès la fin de l'école maternelle, dès le CP, les enfants
qui ont des problèmes de dysorthographie, les enfants qui dépendent du moyen de travail, les enfants qui dépendent de causes phonologiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres. Hein. Il y a un travail sur lequel maintenant Catherine Billard, qui a pris sa retraite, continue à beaucoup travailler en fait sur l'illettrisme et les difficultés d'apprentissage du langage écrit chez les enfants, justement socialement défavorisés. Ils ne sont pas dyslexiques ceux-là, mais ils ont une difficulté à l'accès au langage écrit pour raison de manque de stimulation, de raisons socio-culturelles. Ils n'ont pas les critères de dyslexie, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire un travail pour cela aussi. Parce que nous, on a vu qu'il y a des enfants qui n'ont jamais fait la crèche. Et la première fois qu'ils vont à l'école, c'est à l'âge de 6 ans. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a eu 3 ans auparavant et un qui vient de... Mais il y a des pays où l'école maternelle n'existe pas. Vous savez, en Allemagne, par exemple, il n'y a pas d'école maternelle, les enfants vont à l'école plus tard qu'en France. Ils n'ont pas de problème de dyslexie, le taux d'illettrisme n'est pas plus important qu'en France, il est plus faible. Mais ce qui est important, c'est le bain de langage, quand je dis langage oral, ce qu'entend l'enfant, et le bain de langage visuel, ce qu'il voit autour de lui, et les échanges surtout interactifs entre l'enfant et sa famille au sein de la maison. Ça, c'est essentiel. Alors, effectivement, il y a eu un débat en France il y a quelques mois pour savoir est-ce que l'école maternelle était utile à 2 ans et demi, 3 ans, parce que bon, il y a pour les enfants qui sont dans des milieux stimulants, c'est pas nécessaire, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école maternelle. Par contre, l'école maternelle est d'autant plus importante pour les enfants qui ne sont pas stimulés à la maison. Parce que là, c'est l'école maternelle qui va servir, ou la crèche, éventuellement, ou les actocadories, qui va permettre de relayer et de stimuler un enfant qui manquerait de stimulation à la maison. Allez-y. C'est une présentation très intéressante. Dans le même ordre d'idée, on reçoit parfois des petits bébés vers l'âge de 2 ans qui n'ont pas été stimulés du tout à la maison, alors qu'ils sont dans des milieux très intellectuels, parce que les parents travaillent, l'enfant est avec la mouille et il est plaqué contre la télé, il n'entend rien du tout. Et vers la 2e année, il est suspicion du trouble de spectre autistique, il n'a pas de contact, etc. Donc, si j'ai bien compris, on peut un petit peu comprendre que le manque de stimulation, il est récupérable. On peut ne pas étiqueter l'enfant comme TSA un petit peu de façon précoce. On peut lui donner le temps de le stimuler et un petit peu réévaluer. Ça pose problème parce que les parents actuellement ils viennent pour dire est-ce que c'est mon enfant, c'est l'enfant de la télé, l'enfant de l'écran. Actuellement, on en parle beaucoup. Première question. Le deuxième problème, le deuxième souci, c'est dans quelques maladies neurologiques, neuropédiatriques qui s'associent aux troubles scolaires, aux troubles d'apprentissage. La liaison, bon, parfois n'est pas franche. Est-ce que c'est la cause neurologique qui a donné les troubles ou comme vous venez de dire, il a le droit d'avoir des troubles d'apprentissage à côté de sa maladie, comme l'épilepsie par exemple. Et parfois l'enfant est plus handicapé par son problème scolaire, son problème d'apprentissage, plus que la maladie elle-même. Est-ce qu'on va raisonner de la même manière sur le plan prise en charge? Et quel est, à votre avis, le plus? Je vais ajouter seulement dans le même sens le pronostic de la prise en charge de ces troubles. Dans le cas où il y a une infection. D'un cas concret, ce sera plus clair pour tout le monde. Par exemple, c'est association épilepsie-dyslexie. C'est fréquent. On voit un enfant, vous voyez en CE1, CE2, je ne sais pas comment s'appellent les classes ici. Il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il a beaucoup de difficultés à apprendre à lire et écrire. Vous lui faites une évaluation, manifestement il a des troubles phonologiques, des troubles de travail, vous avez tous les critères cliniques de dyslexie. Il a une épilepsie. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a une dyslexie et une épilepsie? Est-ce que l'épilepsie est la cause de la dyslexie? Comment ça se passe? Il y a différentes situations. Il y a des situations où manifestement l'épilepsie a débuté par l'âge de 7 ans. L'enfant est né dans une famille où le père était dyslexique, la sœur est dyslexique, il a eu un retard de langage oral quand il était petit. Dès le CP, il a commencé à avoir des problèmes d'apprentissage du langage écrit. C'est-à-dire que manifestement, les troubles du langage oral et écrit ont débuté avant la maladie épileptique, dans une situation familiale où manifestement, on a une prédisposition génétique. Donc on a bien une association, l'enfant a une épilepsie et une dyslexie.
À l'inverse, on peut avoir un enfant qui a eu pour lequel il n'y a aucun antécédent familial de retard de langage oral ou de dyslexie, qui a eu un développement tout à fait normal, qui a parlé normalement, qui commençait à apprendre à lire et à écrire du CP, ça se passait plutôt bien, il débute une épilepsie en CP ou en CE1, et là on a un fléchissement et on voit apparaître des difficultés. Là on est dans la situation inverse qui fait supposer que c'est la maladie épileptique qui entraîne, parfois le traitement, parce que c'est les traitements qui peuvent avoir un rôle, la maladie épileptique ou le traitement, qui peuvent être à l'origine des difficultés cognitives pouvant entraîner un trouble de type dyslexie. Après, il y a des situations où quelquefois on a un peu de mal à trancher parce qu'on a les deux qui surviennent en même temps. D'autant plus que la prévalence en fait épilepsie et trouble du cycle d'apprentissage est importante. Sauf qu'il n'y a pas de réponse univoque. Dans certains cas, c'est bien la maladie épileptique qui peut être l'origine du trouble cognitif. Dans d'autres cas, manifestement, c'est une concordance de deux pathologies de comorbidité parce qu'il y a certains familiaux. Et il y a des situations où manifestement on a l'impression que une même cause neurodéveloppementale pourrait être à l'origine et de l'épilepsie et des troubles cognitifs. En pratique, ça c'est important pour le raisonnement, mais en pratique, ça ne change rien dans la prise en charge. Que l'enfant, que la cause de la dyslexie soit l'épilepsie ou une prématurité ou autre chose, ou qu'il n'y ait pas de cause, c'est important dans l'explication, c'est important au niveau de nos débats intellectuels, mais pour l'enfant lui-même, l'important c'est d'aider, c'est de prendre en charge. Donc la prise en charge, la rééducation orthophonique et la prise en charge à l'école, c'est la même. Donc, le pronostic, il n'est pas dépendant non plus de la valeur. S'il y a des handicaps associés, oui, parce que par exemple, si c'est un enfant qui est ancien prématuré, malheureusement, il y a de forts risques qu'il n'ait pas que la dyslexie, qu'il ait vraiment des troubles praxiques, qu'il ait des problèmes attentionnels. Donc là, s'il cumule différents troubles cognitifs, le pronostic est plus mauvais. Donc, si c'est un enfant qui a une épilepsie, on a intérêt à essayer d'équilibrer au mieux l'épilepsie. Si il y a des troubles cognitifs, parfois de vérifier qu'il n'y a pas une activation importante dans le sommeil, parce que même sans avoir des POX, on sait que l'activation des grapholéments épileptiques dans le sommeil est corrélée aux troubles cognitifs de la journée. On sait aussi que si l'enfant a beaucoup de décharges épileptiques dans la journée, si vous faites des tests informatisés par exemple, on s'aperçoit qu'à chaque décharge, il y a un petit ralentissement du traitement d'information. Donc l'enfant qui a beaucoup de décharges épileptiques dans la journée, même quand il ne fait pas de crise d'épilepsie, ça peut avoir des conséquences. Donc si vous avez une épilepsie et un trouble cognitif, c'est important de s'assurer. Est-ce que je suis délétère avec mon traitement? Ça arrive. Un traitement qui peut entraîner des problèmes d'attention, des difficultés cognitives. Je ne vais pas les citer, mais un certain nombre de médicaments peuvent donner ça. Et tous les médicaments antibiotiques peuvent avoir entraîner des troubles cognitifs. Même si dans la majorité des cas, en améliorant l'épilepsie, c'est le contraire, on améliore les forces cognitives. Est-ce que c'est les décharges épileptiques ou les crises, ou est-ce qu'il n'y a pas d'activation autonome? Il faut se poser des questions, mais c'est une question clinique dans ces cas-là. Si je reviens à votre question sur la stimulation, dans le passé, on a voulu opposer, je crois que ce n'était pas une bonne chose, la psychanalyse et les tenants en fait de l'importance des interactions précoces dans la genèse des troubles développementaux, de ceux qui étaient partisans d'une cause purement neurobiologique, génétique ou structurelle. En fait, on sait bien que les deux sont liés. C'est-à-dire que pour que le cerveau se construise, il faut qu'il y ait une stimulation. Je prends toujours l'exemple qui est un petit peu ancien, les je connais bien en fait de l'équipe de Peter Huttenlocher, qui avait fait des expériences chez les rats et qui a montré que si on prenait des ratons à la naissance et qu'on leur coupe une patte et qu'on les sacrifie 3 semaines plus tard, ce qui correspond à peu près à l'adolescent de 18-20 ans chez l'homme, et qu'on regarde ce qui se passe du côté contralatéral, la maturation des faisceaux du réseau moteur contralatéral ne sont pas faits. Après, il a fait la même expérience, au lieu de couper, on s'est dit, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'influence sur les moteurs. Il a fait la même expérience, au lieu de couper la patte, il a attaché la patte. Et on a trouvé les mêmes résultats. Ça veut dire que la fonction motrice est nécessaire à la maturation. On a pu démontrer ça pour beaucoup de domaines, pour la fonction visuelle, pour les fonctions auditives. La stimulation et les fonctions sont nécessaires à la maturation des réseaux. Mais en même temps, certains enfants peuvent être vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui peuvent être génétiques, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être épigénétiques. Ce qui fait que on ne peut pas simplifier en disant que c'est uniquement le manque de stimulation. On a vu à la chute de Ceausescu, par exemple, que dans un foyer Roumain, il y avait des enfants qui avaient des retards sévères, des enfants qui étaient avec des autisme grave, mais qui avaient une déprivation majeure. Ils étaient restés sans aucune stimulation dans des lits pendant des mois, des années. Quand vous avez dans la même famille un enfant qui semble plus stimulé ou moins stimulé, quelquefois c'est difficile de dire que c'est uniquement le manque de stimulation qui pourrait être à l'origine d'eux.
Parce qu'on voit très bien les enfants qui sont peu stimulés et qui vont rattraper facilement, et puis les enfants qui sont peu stimulés et qui vont évoluer vers un trou d'apprentissage, vers une déficience d'autre chose. Donc ça veut dire que tous les enfants, on ne sont pas tous égaux. Certains vont cumuler et une vulnérabilité particulière, et en même temps un manque de stimulation. Exemple, si un enfant est né prématuré ou avec un retard de croissance intra-utérin et qu'en plus il n'est pas stimulé, effectivement c'est la conjoncture des deux. L'exemple type, par exemple, c'est l'alcoolisme fœtal. Je ne parle pas du syndrome d'alcoolisme fœtal, mais on sait que des quantités d'alcool, même modérées, prises pendant la grossesse, ne vont pas entraîner un syndrome d'alcoolisme fœtal. Il n'y aura pas de retard de croissance intra-utérin, il n'y aura pas de dysmorphie, mais ça entraîne des troubles cognitifs. Même avec des petites doses, dans une fenêtre particulière de la grossesse, surtout autour de 15e, 20e semaine de grossesse. Or, le problème, c'est que ces enfants-là, on sait très bien que ce n'est pas uniquement corrélé à la quantité d'alcool qui a été prise pendant la grossesse, c'est lié d'une part à la fenêtre de la grossesse pendant laquelle a été prise d'alcool, mais aussi à la qualité des interactions familiales qui sont plus passées après. Et que c'est la conjonction à la fois de cette vulnérabilité qui est liée à la prise d'alcool pendant la grossesse et des stimulations, de la richesse des stimulations qui se sont passées pendant les premiers mois de la vie, qui vont conduire à des troubles cognitifs plus ou moins sévères. Donc on ne peut pas réduire au manque de stimulation, même si le manque de stimulation, c'est un élément qui est important. Alors qui est important pourquoi? Parce qu'on ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé pendant la grossesse. Par contre, on peut être préventif. Quand on remarque, un pédiatre s'aperçoit qu'un enfant manque de stimulation dans les premiers mois de vie, on peut agir dessus. Donc le manque de stimulation, c'est un élément qui est important, qui ne résume pas à lui seul l'ensemble des problèmes d'un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental, mais au moins, c'est un facteur sur lequel on peut agir. Alors que les facteurs anténataux, ils sont passés, on ne peut plus agir. Voilà. Oui, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je vais plusieurs petites questions, si c'est possible. Tout d'abord, y a-t-il eu une variation de la fréquence de la dyslexie au cours de ces dernières années en France? Ensuite, quel est l'impact de l'apprentissage, des méthodes d'apprentissage d'habitude, parce qu'il y a eu plusieurs méthodes tentées. Alors, est-ce que ce sont ces méthodes, est-ce qu'il y a une variation physiologique chez les enfants qui fait que certaines méthodes sont plus adaptées que d'autres? Et la dernière question, c'est quel est le devenir de ces enfants dyslexiques quand on enlève, bien sûr, le barrage des examens écrits? Parce qu'effectivement, auparavant, tous les examens étaient écrits, donc effectivement, ils étaient arrêtés à chaque fois. Maintenant qu'on utilise plus facilement les ordinateurs ou les examens par QCM, par exemple, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances d'arriver plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le devenir de ces enfants dyslexiques actuellement, dans leur vie future? Alors, la première question, au niveau de la prévalence, on n'a pas observé, depuis la même année, une montée de la prévalence de la dyslexie. On fait mieux le diagnostic, certainement, mais quand on regarde les études épidémiologiques qui sont faites maintenant par rapport à avant, ça reste quand même plutôt baissé, parce qu'il y a eu certaines études qui montraient, qui confondaient l'illettrisme, retard de lecture et dyslexie. On avait des taux de plus de 10% qui n'avaient pas de sens. Actuellement, on a une stabilité à peu près, on a des données épidémiologiques assez anciennes pour la dyslexie, hein, pas forcément en France, mais dans beaucoup d'autres pays, notamment les pays nordiques, il y avait des études qui ça sont très près, il n'y a pas d'augmentation de la prévalence. Sur la dernière question, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça dépend de tellement de facteurs. Tous les dyslexiques ne sont pas les mêmes. Il y a des enfants qui, malheureusement, ont des dyslexies sévères, des enfants mixtes. Quand c'est une dyslexie mixte avec l'intérêt à la fois et de la voix visuelle, et de voix d'adressage, des problèmes de mémoire au travail, audito-verbal et visuel, là, ils sont en grande difficulté parce qu'ils ne peuvent pas compenser en utilisant notre voix. Donc ceux-là sont en grande difficulté et on a des enfants qui, quelquefois, arrivent en fin de primaire non lecteurs. À côté de ça, il y a d'autres facteurs. À partir de quel moment est-ce qu'on a commencé à les prendre en charge? Quelquefois, par manque d'orthophonie, ou simplement par mes connaissances d'enseignants, le diagnostic, il est fait très tard. Donc si le diagnostic, on le fait à 9 ans, 10 ans, et qu'on commence la prise en charge ce mois, c'est déjà très tard. Il y a le milieu familial qui joue un rôle aussi. Est-ce que les parents vont être aidants, vont l'aider? Le milieu enseignant, est-ce qu'on va l'enfoncer ou est-ce qu'on va l'aider? Donc il y a plein de facteurs. Donc ça va dépendre de la sévérité de la dyslexie d'une part, mais également des comorbidités associées. Quand je dis comorbidités, c'est les comorbidités, l'anxiété, les troubles associés, mais également les problèmes familiaux et la pédagogie. Si on revient sur la pédagogie, c'est pas la pédagogie qui crée la dyslexie.
La dyslexie, ça existe partout dans le monde. Quand on regarde en Europe, quelles que soient les méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans les différents pays, on a une prévalence de dyslexie qui est à peu près la même. Les seules différences qu'il y a d'un pays à l'autre, c'est en fonction non pas de la pédagogie, mais de la langue. Il y a moins de dyslexie dans les langues qui sont plus régulières. C'est-à-dire photo, c'est écrit FOT, où les conséquences sont moins importantes. Mais globalement, on n'a pas de différence. Donc, ce n'est pas la pédagogie. Après, est-ce qu'il y a des pédagogies qui sont plus adaptées? Oui, évidemment, puisque, comme vous expliquez, un enfant qui a une dyslexie phonologique, on a intérêt à travailler avec l'adressage. Mais l'adressage, ça renvoie à la méthode globale. Sauf que la méthode globale en France, elle a été utilisée que très peu de temps. Parce que ça consistait uniquement à n'apprendre qu'avec la voie d'adressage. Sauf qu'un enfant, au début, la voie d'adressage, il ne sait pas. Le constat avait été fait qu'un enfant à l'école maternelle, s'il boit du Coca-Cola ou s'il a un médicament, il a reconnu visuellement très vite, avant même d'avoir appris à l'écrire, le mot. C'est une publicité, tout ça, l'enfant le sait très bien. Mais il faut quand même qu'il y ait un processus d'assemblage pour apprendre les nouveaux mots. Donc c'est pour ça que la méthode globale, quand elle a été introduite en France, c'était la fin des années 70 début des années 80, mais elle a duré très très peu de temps, a été un échec, puisqu'on s'est aperçu très vite que, comme les mots, l'immense majorité des mots étaient des mots nouveaux pour l'enfant, il ne pouvait pas uniquement les apprendre visuellement, il fallait bien qu'il passe par un processus d'assemblage. Maintenant, si on ne faisait que de l'assemblage, du B à bas, chez un enfant qui a une dyslexie phonologique, il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il apprenne aussi visuellement les mots. Donc en fait, les méthodes qui sont utilisées maintenant un peu partout sont des méthodes qui sont combinées. Après, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait ces méthodes mixtes et combinées? C'est qu'il y a des enseignants qui vont faire, pendant 3 mois, ils vont faire du global ou du visuel, et après, ils vont passer au syllabique. Et puis des enseignants qui vont faire d'abord du syllabique et après du visuel, et puis des enseignants qui vont faire les deux dès le départ. Donc le débat est là, c'est comment est-ce qu'on utilise, et il vaut mieux utiliser les deux dès le départ. Après, par contre, ce qu'il faut, c'est adapter la pédagogie à l'enfant. Mais ce n'est pas les questions de pédagogie qui créent la dyslexie. Ça, c'était un débat il y a une quinzaine d'années où certains orthophonistes avaient pensé que c'était, ou certaines associations de parents disaient que c'était la faute de l'école si on avait autant de dyslexiques. Il y a des petites méthodes, oui, je vais vous donner, monsieur, la parole à vous. Et puis, monsieur le docteur Belhaoui. Seulement des petites méthodes que les pédiatres connaissent, petites solutions. Le plus souvent, les parents viennent nous dire s'il vous plaît, si vous pouvez nous faire un certificat comme quoi mon enfant peut avoir un accompagnant lors des évaluations, etc. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça. Je crois, oui, mais il faut qu'on aille vers les méthodes de prise en charge vraiment de fond, de base, plutôt que de ça arrêter à ces petites solutions. L'AVS, pas forcément, hein, nous on en revient beaucoup de l'AVS. Actuellement, il y a une époque où, sous la pression des soins de famille, grosso modo, le département, parce que tous les enfants qui avaient dyslexie, il fallait demander l'AVS. Puis on s'aperçoit que d'une part c'est très coûteux, vu la prévalence, on peut donner des AVS pour tous les enfants de l'apprentissage, ce serait énorme. D'autre part, on n'a pas tous besoin. Moi j'ai un ami, mon fils qui est dyslexique, il n'a jamais eu d'AVS, il a fait orthophonie, il est ingénieur maintenant. Donc, et d'autre part, il y a des enfants qui se reposent sur l'AVS et qui ne progressent pas. Donc l'AVS pour tous, non, certainement pas. L'AVS pour certains, oui, de dyslexie sévère, qui ont besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire oui. Mais il ne faut pas donner l'idée qu'on va mettre des AVS à tous les enfants dyslexiques. Un certain nombre, un grand nombre d'entre eux n'en ont pas besoin. Pour les examens, que pour les examens. Alors pour les examens, c'est pas la même chose, c'est pas un AVS, c'est soit un secrétariat. Mais les examens, c'est à partir de quel moment vous avez un examen? Nous, le premier, c'est pour ouvrir des collèges. Bon,